Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour discuter avec vous de sujets qui vous intéressent. Et d'abord, on va rappeler notre numéro de boîte vocale pour participer à cette émission. C'est le 054 130 80 20 ou bien par notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter ou bien aussi encore par notre site studioqualita.com. Et nous commençons tout de suite avec ce matin Michel Calvo, qui est avocat à Jérusalem et qui est avec nous en ligne. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Et on va parler avec vous, Michel, d'un sujet fort intéressant qui va nous faire entrer dans une perspective, je suppose, très intéressante, puisqu'on va parler de Herzl et de l'État juif. Oui, absolument, si vous le voulez bien. Oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rapport de Herzl et de l'État juif ? Écoutez, j'avais lu le livre L'État juif, suivi des extraits du journal de Herzl, lorsque j'avais 20 ans environ. Et depuis cette époque-là, je ne l'ai plus relu. Oui. Dernièrement, je l'ai réouvert et j'ai relu l'État juif et j'ai relu surtout les extraits du journal. Alors, rappelez-nous quand même l'État juif Medina Yehudim de Théodore Herzl. Quelle année c'est écrit ? Il a écrit cela il a écrit cela en 1800. Excusez-moi, je ne sais pas exactement la date, mais 1800. C'est vers la oui, dans les années 1870, 80. Voilà. Et c'est donc en fait c'est le livre un peu il est né en 1860. Oui, à peu près, oui, 80. D'accord. Donc c'est un peu le livre qui va développer la thèse de Théodore Herzl, à savoir qu'il faut un foyer juif pour le peuple juif. Oui, exactement. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce que j'ai lu, au travers de l'extrait justement, c'est que finalement cet homme-là qui a été décrit par les milieux religieux comme étant un athée, un non-croyant, finalement était quelqu'un qui a découvert avec le temps et avec l'expérience et avec l'antisémitisme ambiant, qui a découvert ce que c'était que le judaïsme. Et il a eu des phrases assez étonnantes du style le sionisme va amener le retour au judaïsme. Il a été. C'est ce qu'il prévoyait ou c'est ce qu'il. Oui, c'est ce qu'il prévoyait. Ouais. C'est ce qu'il prévoyait. Il n'a pas prévu, par contre, que nos ennemis essaieraient, 70 ans après la déclaration d'indépendance, et après avoir reçu un État en Jordanie, et tout cela, que nos ennemis continueraient de nous persécuter. Mais dans son livre, il a dit que la présence d'un ennemi est une aide de valeur pour développer dans nos suprêmes efforts une grande personnalité. Et si nous n'avons pas d'ennemis, le judaïsme disparaîtrait. Des phrases de cette nature abondent dans son livre. C'est-à-dire qu'il y a pour Herzl, peut-être au contraire de ce qu'on peut imaginer ou croire, il y a pas de différence entre l'État juif et l'identité juive. C'est quelque chose qui vont de pair en fait. Ah oui, complètement. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est qu'avec l'État, nous développerons notre personnalité nationale et nos capacités en tant que juifs. Oui. C'est assez étonnant. Il y a une phrase, dans son extrait, il raconte qu'un jour, il a été invité un samedi à monter à la Torah et que son ami lui avait appris à réciter, à apprendre les brachot, les bénédictions, et il a été extrêmement ému
et que sa voix tremblait lorsqu'il était monté à la Torah. Il a eu une vie assez étonnante, puisque vous savez que ses enfants un de ses enfants s'est converti au catholicisme. Il a eu un enfant qui est mort, durant la Shoah. Il a eu beaucoup de tragédies. Il a vécu en quelque sorte les catastrophes dans sa famille, les catastrophes du peuple juif. Est-ce que Herzl parle dans son livre des symboles du peuple juif? Oui, bien sûr, il parle, oui, je comprends, il parle du drapeau, et pour lui, il devait y avoir 6 étoiles et une étoile supplémentaire. 6 étoiles parce qu'il prenait les 6 jours, les 6 heures de travail par jour. C'est assez étonnant et il avait cela comme symbole. Il avait pensé à cela. D'ailleurs, il a dit que peut-être qu'un jour, un historien dira que j'ai transformé un peuple qui était à l'abandon, qui était méprisé en un peuple fier et qui ressusciterait en fait, en quelque sorte, il y aura une génération de juifs admirables qui sortiront de la terre et qu'on ne nous appellera plus les sales juifs. Voilà, c'est un sujet assez important et assez intéressant, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, dans la société israélienne, qui justement, on voit ce clivage qui est assez important, je dirais pas entre religieux et non religieux, mais plutôt entre ceux qui estiment que l'État d'Israël doit être un pays comme toutes les autres nations, avec un pays ouvert, humanitaire, etc. Et puis de l'autre côté, ceux qui estiment que, et ça c'est très large, ça peut s'exprimer dans différentes catégories, de différentes façons, et qui estiment qu'il y a une identité juive à protéger, à perpétuer. En fait, on voit que Herzl avait déjà pensé à ces deux tendances déjà. Il pensait que ça devait être un État juif de toutes les façons. Et d'ailleurs, c'est ce que le mandat britannique prévoyait. D'un point de vue juridique, le foyer national juif en Palestine, qui est mentionné dans la déclaration Balfour, dans la résolution du traité de San Remo, dans le traité de Sèvres. Il y a eu également une résolution conjointe qui a été adoptée par le Congrès américain en 1922. Le mandat britannique de 1922, tous ces instruments juridiques mentionnent que l'État du foyer national doit être ouvert à l'immigration juive et que cet État doit être juif. Alors la question est de savoir ce qu'on appelle un État juif. Qu'est-ce qui fait d'un État un État juif? C'est une question qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est une question qui est d'actualité, et puis on sait très bien qu'il y a des lois constitutionnelles de la Knesset en 1958 par exemple, et en 1987 qui déclarent que les partis politiques qui nient le fait que Israël est l'État du peuple juif ou qui incitent au racisme doit être que ces partis-là doivent être bannis des élections. Il y a la loi de base dignité humaine et liberté de 1922 qui dit que pour établir les valeurs de l'État d'Israël comme État juif et démocratique, elle donne cette définition. Et que la loi sur la liberté d'occupation de 1994 protège la liberté d'occupation dans le but d'établir les valeurs de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique. Alors bon, l'État a pris plusieurs lois avant que cette fameuse loi que l'on considère comme étant une mauvaise loi
L'État a pris des lois disant quels sont les jours de repos. Le calendrier, il existe. Les fêtes existent. La langue nationale et l'hébreu se réfèrent toutes. Même le symbole, la menorah a fait l'objet d'une loi. Le drapeau a fait l'objet d'une loi. Ouais, tout est donc quand on entend certaines personnes dire ah oui mais démocratique, mais on confond démocratique et l'État-nation. Quand on parle d'État-nation, c'est-à-dire que c'est la nation juive. Si vous dites que les Arabes israéliens sont une nation, à partir de ce moment-là, ils pourront faire sécession. C'est pas ce que le législateur voulait depuis le début, ni ce que la déclaration Balfour, ni toutes les déclarations et tous les accords internationaux ont prévu. Il s'agit bien d'un État juif et un État juif. Ouais, et ça, Herzl l'avait déjà. Herzl l'avait déjà donc. Bien sûr, c'est évident. Dans son livre. Alors il prévoyait assez curieusement qu'il y aurait une synagogue dans tous les établissements. Ouais. Et je crois que le dernier établissement en Israël, le dernier kibbutz, qui était complètement iloni, c'est-à-dire non respectueux de la loi de Moïse, et ce dernier kibbutz a maintenant sa synagogue. Voilà, donc, il aura fallu attendre beaucoup de temps. Enfin, tout ça, c'est une question de choix personnel, bien évidemment. Exactement. En tout cas, Michel, merci de nous avoir donné cette explication et de nous avoir aussi donné envie peut-être de lire ou de relire. De relire. Voilà, oui, absolument. Et je voudrais rajouter un seul mot, si vous permettez. Dans son journal, il écrit quelque chose d'assez intéressant. Avec l'établissement de notre État, nous serons à même d'éduquer notre peuple pour ses tâches futures, puisque Dieu ne nous aurait pas préservés si nous n'avions pas un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Il a dit cela le 25 novembre 1885. Étonnant pour quelqu'un qui se disait... On a dit qu'il était athée et qu'il ne croyait en rien. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Michel. Je vous remercie et à vous tous. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Nous continuons donc avec, à présent, un autre témoignage. On va parler de ce qui se passe actuellement, ce matin en tout cas, dans le sud d'Israël, avec donc ce tir de roquettes sur la ville de Beersheva. Et pour en parler, nous avons avec nous au téléphone Jacques Lévy. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous de l'actualité brûlante, puisque cette actualité de cette nuit avec une roquette qui est tombée sur la ville de Beersheva et aussi visiblement une seconde roquette qui est tombée au large d'une grande ville en Israël. C'est ce que l'armée israélienne a précisé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Je voulais initialement parler de l'erreur qu'a fait l'ambassade d'Israël d'envoyer une lettre sous forme de pression à France 2, mais en fait, l'actualité va tellement vite que voilà, je suis très préoccupé aujourd'hui par ce qui se passe, ce qui s'est passé cette nuit. Et je pense que c'est une escalade de la violence d'après vous. Est-ce qu'on se dirige vers d'après vous, une opération militaire de grande envergure ? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que l'état-major ne veut pas. Et moi, je pense que c'est un piège. Et ils veulent absolument pas tomber dans le piège. Je pense que puisqu'eux ils ont entamé une guerre d'usure, je pense qu'il faut la continuer avec l'aviation et les mettre à bout de souffle. Oui, mais parce qu'en fait, c'est un piège de l'Iran. Le Hamas obéit à l'Iran. Ce ne sont pas des imbéciles et ils jouent les jusqu'au boutistes parce que, à mon avis, c'est une stratégie d'Iran qui est en train de fuir en avant parce qu'elle va être complètement étouffée par les sanctions américaines.
Je pense qu'il faut pas tomber dans le piège. Mais alors, ne pas tomber dans le piège, mais ça veut dire quand même que les habitants du Sud sont encore exposés. Alors on a vu, c'était cette nuit, les habitants de Beersheva avec cette roquette. C'est vrai que cette roquette, c'était une première roquette depuis plusieurs mois qui n'avait pas été lancée depuis la bande de Gaza. Mais il faut dire que le lancement des ballons incendiaires continue pratiquement tous les jours. Il y a eu la destruction de plusieurs hectares de terrain, nous a annoncé le KKL très récemment. Cette situation est-elle supportable aussi bien pour les habitants du Sud, c'est sans doute pas supportable, mais aussi pour, on va dire, la sécurité d'Israël, pour l'armée israélienne? Oui, je sais, mais vous savez très bien qu'une intervention terrestre va être stoppée par l'opinion publique internationale. Vous le savez, ça sera la 3e ou la 4e fois que ça va se produire. Donc, à mon avis, ça sert à rien. Ou alors, il faut rentrer, avoir 1000 morts de notre côté et puis éradiquer complètement le Hamas. Mais moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi Israël ne s'accorde pas avec l'autorité palestinienne, envoyer 30 000 soldats palestiniens et reconquérir Gaza? C'est une option aussi, ça. Ouais. D'après vous, ce qu'il faudrait, c'est faire un accord avec Mahmoud Abbas, donc. Absolument. Absolument. Et c'est son vœu. C'est son vœu, en fait. C'est son vœu de récupérer Gaza. Il est partie prenante dans cette histoire. Ouais. Parce que si Israël aujourd'hui a des problèmes, c'est aussi à cause de lui. Il est en train d'étouffer économiquement Gaza, et c'est un billard, c'est une partie de billard à 3 bandes. C'est de donner du pouvoir en fait au Fatah et à Mahmoud Abbas, à l'autorité palestinienne, afin que celle-ci prenne les règnes de la bande de Gaza. Absolument, parce que moi je pense que ils pourront pas faire l'économie d'une guerre interpalestinienne ou d'une guerre civile. Ouais. C'est pas possible, parce que de toute façon, sans ça, c'est l'OLP qui perdra. Donc voilà, c'est aussi une solution que vous proposez. C'est mon avis, mais moi, à mon avis, il faut les user avec l'aviation, mais il faut absolument pas rentrer. C'est mon sentiment. Hein. Je veux pas faire de la stratégie de comptoir, mais j'ai l'impression que ça changera rien. Ça va faire encore des dizaines de morts. C'est des pertes aussi du côté palestinien et israélien, bien entendu, puisque ce genre d'opération cause toujours des pertes du côté des soldats israéliens. Absolument. Et donc c'est aussi regrettable. Et moi, je pense que c'est un piège. Je pense que ça pourrait se réveiller aussi au nord. Moi, je pense que c'est une stratégie d'Iran aussi. Vous pensez aussi que l'Iran, qui est très impliqué, ça on le sait, en Syrie, au Liban, est aussi impliqué dans ce qui se passe au Hamas, qu'en fait le Hamas reçoit des indications, reçoit des ordres en fait. Et il reçoit de l'argent aussi. Et de l'argent de l'Iran pour justement créer une situation explosive dans le sud aussi d'Israël et de créer un autre front. Ouais, moi je pense que c'est ça. Maintenant, je peux me tromper, mais je pense que l'Iran là maintenant est en train de fuir en avant. Les sanctions économiques américaines vont les étouffer complètement. Et je pense que là ils sont en train de si vous voulez d'inciter maintenant le Hezbollah et le Hamas à tenir Israël en tenaille. Et moi je suis pas certain qu'on n'ait pas des surprises avec le Hamas. Je suis pas certain qu'ils aient pas des missiles de beaucoup plus longue portée qui les réservent en surprise. Visiblement, ce sont des prévisions qui se réalisent, puisqu'on a vu cette nuit qu'il y a eu bien entendu une roquette sur la ville de Beersheva, mais aussi, et ça prouve aussi qu'il y a des roquettes de plus longue portée, puisqu'une roquette est tombée dans la mer au large d'une grande ville d'Israël. Porte-parole de Tzahal n'a pas précisé de quelle ville il s'agissait, mais visiblement cela prouve que le Hamas a des roquettes de plus longue portée. Et donc, c'est aussi un sujet d'inquiétude pour l'armée israélienne. Et donc, ce sont des sujets qui seront discutés, on suppose. Moi, je pense que Israël doit pas laisser le Hamas mener le bal. Il faut pas tomber. Il faut prendre le dessus. Il faut prendre le dessus. Et d'après vous, la solution, ce n'est pas. Je sais bien que la vie des gens du Sud est vraiment très difficile, mais je pense qu'il faut pas céder
à l'émotion, il faut continuer. Israël, ça fait 70 ans qu'il fait face à des problèmes, il faut continuer. C'est facile de dire ça de Paris à l'abri, mais je pense que il faut pas céder à ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ils sont jusqu'au boutiste, mais ils sont pas idiots. Ils savent ce qu'ils veulent. Voilà, un message en tout cas très clair, Jacques. Je suppose que ce sera sur la table des négociations, des discussions qui auront lieu aujourd'hui entre les membres du cabinet de la sécurité, puisque ce cabinet doit se réunir pour prendre des décisions. Moi j'ai l'impression, enfin c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que Tzal ne veut pas y aller. Que l'armée, que les responsables de l'armée israélienne ne veulent pas entreprendre ce genre d'opération qui risque de coûter. À mon avis, ils sont très stratèges et ils ont très bien compris. Bien sûr. Merci Jacques pour nous avoir donné votre avis sur cette situation. C'est moi. Et on espère en tout cas un retour au calme. C'est ce qu'on peut espérer pour surtout les habitants du sud d'Israël. Merci Jacques, bonne journée à vous. Merci et courage. Merci, à bientôt. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette émission de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Pour participer vous aussi à cette émission, il suffit de bien nous appeler sur le 050 430 8020, c'est le numéro de la boîte vocale, vous nous laissez un message, ou bien par l'intermédiaire de notre page Facebook, de nous laisser un message sur notre page, ou par l'intermédiaire de notre site studiokalita.com. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour un autre numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Bonne journée à tous. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.